Chapitre 3. 2 heures du matin. Luc travaillait depuis 6 mois chez l'Arctic Frères lorsque Maud apprit qu'il les accompagnerait à Querbillan. Delphine, retenue par son travail, ne les rejoindrait qu'à partir de la 2e semaine. Romain, quant à lui, n'hésita pas. Tout comme son frère, il passerait 3 semaines en Bretagne. La charmante maison de pêcheurs serait donc correctement remplie. Luc et Romain profiteraient du grand air. Maud avait atteint son objectif. Elle n'en était pas peu fière. Le père, la mère et les 2 fils passèrent une agréable première semaine bretonne. Leurs habitudes étaient précisément établies et ils renouèrent dès leur arrivée avec une douce et agréable routine. Les parents menaient leur vie d'un côté, les jeunes adultes de l'autre. Luc et Romain nageaient, ils faisaient de la bicyclette et du bateau à voile. Les parents se promenaient, se baignaient et profitaient de la plage. Tous 4 se réunissaient le soir autour du dîner préparé par Thibaut. L'organisation était rodée depuis de nombreuses années, telles furent leurs journées paisibles et sans surprise, du lundi au vendredi soir. Quelques pensées inquiètes traversaient parfois l'esprit de Maud, et également, peut-être dans une moindre mesure, celui de Thibaut. N'était-il pas légèrement audacieux d'avoir ainsi, directement et sans essai préalable, invité pour 15 jours celle qui, depuis quelques mois, leur tenait lieu de belle-fille. Certains dérapages, heurts, accros ou accrochages ne risquaient-ils pas de survenir? Thibaut et Maud avaient certes connu ces derniers mois une première expérience personnelle de beaux-parents. Celle-ci s'était globalement révélée favorable, même s'ils avaient parfois éprouvé une très fugitive sensation de pesanteur lorsqu'ils avaient eu de temps à autre le sentiment de jouer plus ou moins aux animateurs du jeune couple. Après une première semaine bretonne aussi limpide qu'un ciel sans nuages, quels événements leur réserveraient les 15 prochains jours? N'avaient-ils pas imprudemment chargé la barque qu'il leur faudrait désormais mener à bon port? Delphine avait préféré prendre un train du soir le vendredi 7 août, après sa dernière journée de travail, plutôt que d'attendre le lendemain matin. Maud était la seule parmi ces 3 hommes qui conduisaient. Thibaut n'avait pas le permis, pour cause de mauvaise vue. Luc et Romain n'avaient pas davantage passé l'examen. Ils étaient parisiens, les transports en commun leur convenaient parfaitement. Le train de Delphine était attendu en gare d'Auray à 2 heures du matin. Thibaut était épuisé ce soir-là. Il s'était couché tôt et Maud avait éprouvé une certaine appréhension à la perspective de la longue soirée qui l'attendait avant son départ pour Auray. Maud a un tempérament anxieux et la solitude ne lui réussit pas vraiment une fois la nuit tombée. L'inquiétude et la tristesse resserrent leur étreinte et elle peut, avec une incroyable facilité, se sentir dépaysée, perdue dans un vaste monde terriblement désert. Une petite fille de 3 ans, soudain abandonnée par sa mère. Luc et Romain étaient ensemble, sous les combles, dans l'un des salons-bureaux de la maison. Ils devaient, comme à leur habitude, lire, jouer ou regarder une série. Les heures étaient passées et Maud avait, en définitive, été contente de sa soirée. Thibaut avait plongé dans le sommeil profondément, comme un bébé, avait-elle pensé. Elle s'était installée devant son ordinateur dans l'autre salon-bureau. Au premier étage,
face à la fenêtre, grande ouverte sur la mer somptueuse. L'horizon s'était peu à peu teinté d'obscurité et Maud avait réussi pendant plusieurs heures, devant le superbe panorama, à poursuivre son bricolage d'écriture. Elle était parvenue ce soir-là, après les 5 premiers jours passés à Querbillan, à terminer quelques-uns des paragraphes de son livre en cours à l'intérieur de la maison, un lieu qu'elle n'avait pas encore expérimenté pour retravailler ses textes. Le plus souvent, elle ouvrait son ordinateur dehors, dans les autobus ou dans les cafés. La soirée qui l'avait inquiétée était désormais derrière elle et elle éprouvait l'agréable sensation de la tâche accomplie. Une certaine paix l'habitait, comme le plus souvent lorsqu'elle renoue avec son artisanat d'écriture et qu'elle parvient à améliorer ses paragraphes sans trop de difficulté. D'autres fois, en revanche, il lui arrive d'insister longtemps et de batailler sans grand succès avec un texte dur et récalcitrant. La besogne se révèle alors harassante et au lieu d'accueillir un sentiment de paix, elle se trouve envahie par une lourde lassitude, à la limite de l'écœurement. La mère et le fils quittèrent la jolie maison à l'épais portail de bois fraîchement recouvert d'une belle couche de peinture bleue. Luc remerciait chaleureusement Maud qui faisait office de chauffeur. Il s'en allait chercher qui la quasi-belle-fille, qui la petite amie. Maud franchissait les ronds-points de plus en plus nombreux aux environs d'Auray. Elle approchait de la gare située à la périphérie de la ville. Les rues étaient désertes à cette heure de la nuit. Elle conduisait lentement et ne pouvait s'empêcher de se demander, certes légèrement, certes sans réelle inquiétude, tout en passant devant des maisons silencieuses aux portes verrouillées, quelle serait leur future journée. À 5, dans la jolie maison qui donnait sur la mer. Troisième partie, en mer. Chapitre 1, colère. Quelques jours après l'arrivée de Delphine, Luc dormait trop longtemps au goût de Maud. Il laissait passer le temps qui filait comme du sable glissant entre des doigts entr'ouverts. Maud le voyait somnoler le matin, lisoter, paresser, avant de se décider à aller faire une balade ou louer des bicyclettes ou prendre un bain de mer ou embarquer sur l'un des bateaux du yacht club. Elle le trouvait nonchalant alors qu'il avait, d'une certaine façon, charge d'âme. Il était le leader du groupe des jeunes, l'astre autour duquel tournaient les 2 satellites qu'étaient sa petite amie et son plus jeune frère. Maud l'observait, et la tristesse, son ennemie intime et toujours menaçante, avait alors commencé son détestable ouvrage de sape. Maud avait immédiatement réagi. Elle avait dans le passé enduré de trop profondes souffrances sous son emprise. Elle ne le supportait plus. Elle disposait désormais de moyens de défense et elle engagea fermement le combat. « Je suis par trop stupide, se répétait-elle en boucle, fâchée contre elle-même d'avoir laissé accessible une fissure où l'assaillant s'était précipité. Je suis stupide, surexcitée. Et pourquoi donc mon fils devrait-il agir comme moi lorsque j'avais 17 ans, à Signac, au bord de la mer? Ah oui, j'étais active. Je naviguais tous les jours. Je hissais le foc et la grand-voile du vaurien de mon père, et j'embarquais pendant des heures au large de la plage. Et pour la peine, lui aussi devrait à tout prix faire des exploits sur des vagues écumantes dans une forte brise, sous prétexte que j'ai eu l'honneur, dans ma jeunesse,
de tirer quelques bords sur le bateau de mon père. La comparaison n'a pas de sens. Qui étais-je à Signac, à l'époque, sur la plage? Mes sœurs étaient présentes, et pourtant mon cœur ne se dilatait pas de joie, alors que Luc connaît un bonheur sans nuages quand il est avec son frère. Ils ne se quittent pas. Ils éprouvent, lorsqu'ils sont ensemble, tous deux, la même exaltation. J'étais seule en réalité, et j'en souffrais. J'observais des jeunes sur la plage qui s'amusaient. J'avais même essayé une ou deux fois de m'approcher, de leur parler. C'était raté, faux, artificiel. J'ai vite abandonné. Alors franchement, de Luc ou de moi, qui vraiment peut critiquer l'autre? Luc est plus heureux, plus équilibré que je ne l'étais. Il est plus calme. Je suis obsessionnel, rigide. Il peut bien vivre comme il l'entend. Il est moins angoissé, moins directif. Quel est mon problème au fond? Je le juge, je l'évalue. Je ferais mieux de vivre ma propre vie. Je l'observe au lieu de vivre. Je vais agir. Je le jugerai moins. La mer est magnifique, je ne cesse de l'affirmer, je vais en profiter. Cela me calmera, je naviguerai et mes critiques cesseront, d'autant plus que je ne supporte pas de le dénigrer. Nom d'un petit bonhomme, se disait-elle. La vie est trop belle, je ne vais pas me laisser ennuyer par des pensées malveillantes et douloureuses. Le soleil est trop ardent, la mer trop brillante, trop accueillante, le sable trop doux, et la structure voilière ici à Querbillan trop parfaite. Et Thibaut en ce moment, si conciliant, souple, gentil, facile à vivre. Et mes garçons, à 24 et 21 ans, sont avec nous, sans souffrir apparemment d'une quelconque déprime juvénile. Ils ne fuient pas le toit estival familial, ils s'y sentent bien, mieux visiblement que loin de nous. Et notre vie matérielle, la mienne, celle de Thibaut, est assurée à ce jour. Et Luc et Romain préparent leur avenir, pour que les contraintes matérielles plus tard leur soient légères, dans la mesure du possible. Et aussi, le plus important, leur corps ne leur impose ni à l'un ni à l'autre de sévères limites. En d'autres termes, la maladie ne les touche pas, pour l'instant du moins, l'on ne connaît pas l'avenir. Ce danger-là vogue ailleurs, et il marque, on le sait, de sa terrible empreinte d'autres êtres, moins chanceux. Décidément, saperlipopette et poudre de perlimpinpin. Je ne vais pas me laisser ennuyer par de nauséabondes idées, par ma tendance à ne pas faire confiance, à ne pas laisser vivre. Mes défauts ne saboteront pas, non d'une pipe en bois, ces jours d'été chauds et lumineux. Chapitre 2. En mer. Maud s'était levée, maussade et silencieuse, le matin où la tristesse avait lancé son offensive. Elle avait réagi, la roue de la vie s'était remise à tourner et elle avait, dès l'heure du déjeuner, retrouvé l'envie de parler à Thibaut. Elle était fermement décidée à chausser au plus vite ses sandalettes en plastique, à mettre les pieds dans l'eau et à enjamber le plat-bord du petit dériveur qu'elle louerait au point Plage Passion. Dès le lendemain, lors de son premier moment de liberté, c'est-à-dire aux alentours de 16 ou 17 heures, elle monterait dans un laser solo. Elle se pencherait vers l'arrière du bateau, elle placerait le safran en position verticale pour qu'il fende les flots et emplisse efficacement sa fonction de gouvernail. Elle jetterait en même temps un rapide coup d'œil vers l'étrave pour diriger l'embarcation et éviter la haute digue de pierre qui s'élève sous le vent, sans pour autant se retrouver arrêtée de l'autre côté, au vent, insensiblement entraînée hors du lit de la brise. Elle se saisirait de l'écoute de grand voile, vérifierait la position de la dérive et, à cet instant, maîtrisant les différents éléments du bateau, elle devrait normalement réussir à tracer sa route vers la sortie du port. Maud avait précisément respecté son programme maritime. Elle avait chaque jour, par temps agité ou par calme plat,
glissait sur les vagues miroitantes devant la grande plage de Kerbian. La gîte l'avait portée sur des embruns houleux, sous de sombres nuages ou dans une lumière éclatante. Elle avait échangé de chaleureuses salutations avec les navigateurs croisés au large de Port-Andro. Elle était par ailleurs demeurée vigilante. Elle avait certes navigué dans sa jeunesse, mais elle n'avait repris la barre d'un dériveur qu'en 2013. Elle n'avait pas renouvelé l'expérience l'été suivant, en 2014. Et elle embarquait de nouveau cette année. Il lui fallait se souvenir des conseils donnés par Luc 2 ans plus tôt. Il l'avait éclairé sur la bonne façon de virer de bord. Avant les explications de son fils, Maud concluait, pour peu que la brise fraîchisse, ces changements de cap par d'inévitables dessalages. Prudence et prévoyance l'habitaient lorsqu'elle reprit contact en août 2015 avec la très instable embarcation. Elle s'exerça au début de chaque sortie à virer de bord. Elle s'y contraignit, même lorsqu'elle traçait un bord équilibré, qu'elle aurait eu envie de savourer dans la durée, même lorsque le vent forçait et l'inquiétait. En ce dernier cas, elle s'y obligeait d'autant plus que le risque d'échec était alors plus affirmé. Elle préférait tenter au plus vite le changement d'amure pour savoir si sa tentative se conclurait par un plongeon involontaire. La balade maritime du jour serait alors terminée. Le succès était, dans les faits, régulièrement au rendez-vous. Maud s'en réjouissait, sans toutefois oublier que le vent pouvait forcir. Elle entamait donc un nouveau virement de bord. Elle ne s'installait pas dans le confort d'un bord bien établi, voile fermement ajustée, bordée et étarquée, bateau en tension. Elle ne se contentait pas de sentir la force des rafales qui appuyaient précisément au centre de la grand-voile, tendant à entraîner le bateau loin de la ligne du vent. Elle percevait la résistance de la dérive et du safran, qui s'opposait à cette poussée de la brise, en s'enfonçant profondément sous la coque. Le poids de son propre corps, déporté vers l'extérieur, au vent de l'embarcation, contrebalançait aussi la force continue appliquée sur la toile. Maud interrompait cet équilibre constamment gagné, mais également fragile. Il aurait pu, en une seconde, être rompu. Il aurait suffi que l'écoute, le mât ou le halba lâchent sous la pression du vent. Maud brisait l'équilibre de l'instant. Elle entamait un nouveau virement de bord. Ensuite seulement, après s'être assurée qu'elle maîtrisait la navigation, elle pouvait réellement apprécier les moments passés dans la magnifique baie de Quiberon. Maud avait atteint son objectif. Elle avait réussi à naviguer chaque jour et s'était débarrassée du détestable sentiment d'amertume qu'elle avait éprouvé envers son fils. Elle se trouva alors en mesure de profiter du bien-être des journées estivales. Parvenir à maîtriser les virements de bord avait constitué un préalable technique à la navigation. Une autre étape, tout aussi nécessaire à ses yeux, avait précédé sa première sortie en mer. Elle avait d'abord longuement discuté avec Thibaut. Elle lui avait proposé de l'accompagner. Il était absent lorsqu'elle avait 2 ans plus tôt repris la barre d'un dériveur. Il avait à l'époque déjà regagné Paris pour son travail. Maud
aurait voulu qu'il accepte. Elle était toujours à la recherche d'activités nouvelles à partager avec lui. Elle craignait que leurs occupations communes ne soient pas assez nombreuses. Ils se promenaient au bord de la mer, ils allaient au restaurant, ils jouaient aux échecs, ils regardaient des films à la télévision, et surtout, Maud lui parlait. Elle lui offrait le récit de leur vie, un ruban de mots qui accompagnait leur jour, tout à fait indispensable pour elle, et qu'il avait la gentillesse d'accepter. Maud aurait accueilli avec enthousiasme une activité de plus. Thibaut avait cependant fermement refusé. Il était resté campé sur ses positions habituelles. Ils avaient souvent eu cette conversation dans le passé. Maud n'avait cessé de lui proposer, bien avant 2013, l'année où elle avait effectivement renoué avec la voile, de faire du bateau avec lui. Nous pourrions naviguer ensemble, lui avait-elle souvent suggéré lorsqu'ils se promenaient sur le chemin des douaniers. Les voiles croisaient devant eux entre les bouées cardinales et les bateaux mouillés au large de la plage. Maud posait la question, bien qu'elle éprouvât, à dire vrai, quelque peine à imaginer sur quel bateau ils auraient pu embarquer. Les dériveurs proposés à la location étaient ces fameux lasers solos, légers et aisément renversés. Où donc son mari, de grande taille et de vaste carrure, à la belle silhouette plus qu'arrondie au niveau de la taille, aurait-il placé son quintal largement dépassé dans une si petite embarcation? Maud n'avait pas la même stature, 1,63 m pour 47 kilos, son gabarit n'était pas comparable. Le meilleur endroit pour la considérable masse de Thibaut, ce serait sans doute situé au milieu du bateau, au niveau de la dérive, mais Maud n'aurait pu garantir qu'ils ne se précipiteraient pas tous deux au fin fond des abysses. Que Thibaut se déplace au moment inopportun, ou bien à bâbord plutôt qu'à tribord et réciproquement, et ils auraient dès lors atteint ces tristes extrémités. Quant aux catamarans réputés pour leur stabilité, Maud n'y pensait même pas. Elle aimait la voile façon vieille école, un multicoque tiré des bords raides et rectilignes, comme un train filant sur une voie ferrée. Comment percevoir dans ces conditions la mouvance et la souplesse, les ondulations et les oscillations, la vie des vagues et des courants? Maud endossait le rôle de la puriste de la voile, une attitude toute proche d'un relatif passéisme, frôlant même, oserons-nous l'affirmer, un certain snobisme. Cette hypothèse ne la préoccupait que modérément. Elle se contentait de pratiquer la voile qui lui plaisait. Elle n'avait jamais essayé de naviguer sur un catamaran et ignorait si elle aurait su le manœuvrer. La conclusion demeurait donc inchangée. Elle ne pouvait a priori choisir pour une sortie avec Thibaut que le laser solo, aussi vif que sportif. Elle n'osait par ailleurs pas réellement imaginer la réaction du Point Plage Passion accueillant ce drôle de couple du style Laurel et Hardy, le mari grand et massif, la femme petite et fluette. Peut-être s'opposerait-il tout de go à l'embarquement de cet équipage dans le frêle esquif prévu en théorie pour une seule personne. Naviguer en compagnie de Thibaut paraissait en conséquence pour le moins compromis. Maud
voulait cependant connaître son opinion, car s'il avait manifesté le plus modeste début d'approbation, elle supposait qu'ils se seraient tous deux montrés bien assez malins pour parvenir à trouver une ébauche de solution. Mais pour chercher et creuser, pour réfléchir et insister, pour être créatif et imaginatif, il était nécessaire que Thibaut exprime, à l'origine, ne serait-ce qu'une très modeste amorce de désir, et ses réponses demeuraient définitivement inchangées. « Je n'ai pas envie, répétait-il. Comment veux-tu que j'apprécie sur l'eau? Je n'évalue ni les distances, ni les reliefs. » Thibaut ne voyait que d'un œil. « C'est angoissant. Je ne serai pas rassuré, mais vas-y, toi, de ton côté. Tu seras bien sur l'eau. » Maude écoutait ces affirmations, celles-là même qu'elle voulait entendre. Elle obtenait ainsi la certitude de ne pas le blesser, ni de le frustrer en l'abandonnant sur la terre ferme. Elle n'aurait pas embarqué si elle avait perçu en elle le plus léger sentiment de culpabilité. Elle se tranquillisait également en pensant à la façon dont ils passaient leurs vacances les étés précédents. Ils avaient en effet depuis quelques années pris l'habitude de se séparer en fin d'après-midi. Après la balade et le restaurant, Maude prenait son ordinateur. Elle montait parfois dans un autobus, elle s'installait d'autres fois dans un café et elle retravaillait ses textes. Thibaut, quant à lui, se penchait sur la question du dîner de Luc et Romain. Les deux frères avaient coutume d'être extrêmement gâtés en vacances par la bonne volonté et la créativité gastronomique de leur père. Celui-ci ne risquait pas cette année de délaisser cette activité, puisqu'une convive de plus, en la personne de Delphine, était présente autour de la table. Maude avait clairement compris que Thibaut n'était pas attiré par la voile. Elle avait également réalisé que leurs journées seraient globalement les mêmes que celles des années passées. Et ce ne fut qu'une fois apaisée sur ces points qu'elle put, le cœur léger, se diriger vers l'équipe accueillante et souriante du point plage Passion. « Bonjour, Madame Valente » lançaient joyeusement les moniteurs du yacht club lorsque Maude approchait du comptoir de location. « Votre bateau est gréé, il vous attend sur la cale. » Le soleil brillait, le vent effleurait les fanions et les drapeaux. Maude ajustait son gilet de sauvetage, elle était prête. Le jeune homme de service qui l'aidait au départ poussait vigoureusement le tableau arrière du bateau qui s'éloignait sur la bonne amure. Maude s'entraînait ensuite à virer de bord et, une fois rassurée sur ses compétences, elle pouvait enfin apprécier l'instant. Elle percevait les secondes qui s'écoulaient les unes après les autres. Elle profitait de la chaleur sur la peau, du vent sur le visage et de la perspective de la longue plage où de minuscules taches de couleur figuraient les parasols, les serviettes et les bouées des enfants. La lumière caressait les vagues, le bateau traçait sa route, tout en vibrant sous la brise. Maude prenait le large. Elle s'accordait ce plaisir parce qu'un matin son humeur s'était trouvée indûment assombrie par la nonchalance de son fils. Maude s'offrait ce cadeau et la joie lui était revenue, un carburant indispensable sans lequel la vie devient grise et pesante. L'agrément de ce moment, qui durait le temps de la location, installait une distance, une respiration, une expérience de liberté entre elle et le groupe formé par son fils aîné, Thibaut, Delphine et Romain.
Mais, à bien y réfléchir, sa pratique voilière n'avait pas pour seul effet de lui prodiguer la joie qui lui permettait de renouer avec son rôle de super mother. Maud adhère, semble-t-il, en effet, bien davantage au rôle de la super mother, la super mère, ou encore à celui de la super wife, la super épouse, bien plus qu'à celui de la superwoman, dont l'acception paraît à ce jour largement plus répandue. Les conséquences bénéfiques dépassaient le fait de se montrer une meilleure mère ou meilleure épouse au sein de sa famille. Maud célébrait aussi, par la même occasion, ce qu'elle nommait ses épousailles avec la mer. Elle n'avait plus été la même après qu'elle eut embarqué pour sa première heure de voile. Elle avait, avant cette séance de navigation, bien entendu apprécié le lieu exceptionnel où elle se trouvait. Elle avait admiré l'océan, les bateaux au loin qu'elle suivait du regard à partir de la plage, et les planches à voile qui croisaient à proximité de la côte. Elle faisait partie de ce paysage de rêve. Elle était environnée par la lumière et l'atmosphère du lieu. L'endroit où l'on vit transforme nos jours. Il les illumine quand il est privilégié, voire magnifique. L'air était incontestablement plus vif et plus limpide que dans la capitale. Les parents et les deux fils l'avaient immédiatement perçu, à peine avaient-ils entrouvert les portières de la voiture à leur arrivée à Querbillan. Maud n'en avait cependant pas pleinement profité avant sa première sortie maritime, car elle avait pu, après la voile, se décider à enfin aller nager. C'était ainsi qu'elle avait réussi à célébrer ses épousailles avec la mer. Elle s'était immergée, allongée, étendue, étirée, en crawl tout d'abord pour lutter contre la fraîcheur de l'eau, à la brasse ensuite, la tête sous le niveau de l'eau, protégée par des lunettes étanches. Maud n'avait pas bénéficié, tant qu'elle n'avait pas nagé, de la langueur et de la pesanteur qui suivent le bain. Elle s'était contentée auparavant d'observer, de l'extérieur, les vagues et les récifs, les villas de bord de mer et les bateaux sur l'océan, les bouées et les navires à l'ancre. Elle avait contemplé la mer, mais elle n'avait pas, avant son premier bain, fait corps avec elle. Elle en avait été incapable avant de naviguer à la voile. L'eau, dont la température oscillait entre 18 et 20 degrés, était beaucoup trop froide pour son système thermique personnel. Elle ne pouvait se baigner, et elle avait eu conscience de faire coup double lorsqu'elle s'était éloignée du port, barre et écoute de grand voile en main. Elle célébrait alors la première partie de ses épousailles. Elle passait une bonne heure sur les flots, à quelques centimètres au-dessus de la surface de la mer, les pieds dans l'eau, puisqu'un fond d'eau barbotait dans la coque du dériveur. Maud s'habituait à la fraîcheur de la mer. Venait ensuite la deuxième partie des épousailles. Elle abandonnait son bateau aux mains du jeune professionnel de la voile et elle allait nager. Elle tendait ses muscles, son front fendait les vagues, des crabes qui couraient au fond de l'eau lui adressaient des saluts complices. Elle nageait et regagnait la plage avec le sentiment d'avoir enfin accompli la digne mission qui consistait à faire honneur à l'endroit et qui lui permettait enfin de faire corps intimement avec lui. Elle avait ainsi célébré ses noces avec la mer. Maud avait passé la soirée, après son premier périple voilier, dans leur petit jardin clos à 2 pas de la plage et de la cabane de location.
Thibaut servait des brochettes qui cuisaient sur le barbecue empli de braises rougeoyantes. Il les déposait sur la jolie table de bois, autour de laquelle ils étaient tous réunis. Ils dînaient à l'abri des murs protecteurs qui les séparaient de l'animation de la ville. Le pin séculaire au-dessus d'eux avait appartenu à l'ancienne forêt qui avait couvert la dune longtemps avant la construction de la maisonnette. Maude était heureuse. Débarrassée de ses pensées acrimonieuses envers Luc. Elle ne pouvait vivre en nourrissant de si détestables sentiments. Les jeunes et Thibaut étaient tout aussi détendus, car, s'ils n'étaient en rien suspendus à l'humeur de Maude, il est cependant bien connu qu'il suffit dans un groupe un tant soit peu intime qu'une seule des personnes se fige soudain dans une triste et lointaine morosité pour qu'un nuage assombrisse l'ambiance générale. Maude respirait, elle ne serait pas pendant ses vacances l'empêcheuse de tourner en rond. L'atmosphère était paisible, la joie circulait discrètement. Son écart de la veille dans la matinée appartenait désormais au passé. « Alors, maman ?» lui demanda Luc. « Ça s'est bien passé, ton bateau ? Tu as aimé ? Tu n'as pas dessalé ?» Maude n'allait pas laisser sans réponse l'intérêt manifeste de son fils. Elle allait s'exprimer au mieux et au plus vite. L'expérience avait été si fantastique qu'elle désirait que tous connaissent la teneur de ses sensations, la joie qu'elle avait éprouvée sur la mer, et comment elle avait aspiré l'air et senti le vent, et comment elle était demeurée tout près des éléments, et comment elle avait fait corps avec l'océan, et comment ensuite, ultime récompense, elle avait été capable, enfin, de plonger dans les vagues et d'y nager. Elle aurait aimé qu'il considère les différentes étapes de ses progrès. Elle ne connaissait pas de meilleure expression que celle d'épousaille avec la mer pour illustrer ses émotions. Elle allait l'employer pour qu'il comprenne. Maude se lança. Expliquer n'est pas simple, mais l'expérience était si belle, elle méritait tous les efforts pour une plus grande transparence. Maude leur parla de bateau, de natation, et bien sûr elle n'omit pas de développer le concept d'épousaille avec la mer. Tous quatre lui prêtèrent une oreille obligeamment attentive. Ils sourirent, ils ne se moquèrent certes pas, mais enfin. Maude perçut qu'elle n'atteignait sans doute pas son objectif. Il la trouvait gentiment originale. Elle avait tenté d'entr'ouvrir la porte sur son être intérieur. Elle avait placé la barre décidément bien haut. Maude avait, après sa grande première, continué à larguer les amarres. Son enthousiasme était inentamé. Elle naviguait parce qu'elle avait voulu demeurer, au cours de ses vacances familiales, une agréable compagne. L'effet avait dépassé son intention puisqu'elle avait par la même occasion bénéficié des précieux bienfaits de ses noces maritimes. Pour être complète, la description de ses motivations d'origine devrait également mentionner une très éphémère pensée qui lui avait traversé l'esprit lorsqu'elle s'était décidée. Ah, c'est ainsi, s'était-elle dit au tout début, quand elle avait failli éprouver un début d'irritation envers son fils. Les jeunes font la fine bouche, eh bien j'irai, moi, sur la mer, j'en profiterai, ils verront. Il n'est pas interdit de se montrer que je sache un tant soit peu dynamique. Ce sentiment d'excitation, pour le moins renfrogné, avait fait long feu. Loin d'être avisé et surtout trop douloureux pour Maude, il avait rapidement cédé la place à une autre considération, discrète, située
en arrière-plan de son humeur du moment, semblable à un bruit de fond qui aurait accompagné son état d'esprit. Immédiatement après cette nervosité passagère, Maud avait en effet nourri l'espoir, indistinct, à peine formulé en réalité, selon lequel elle pourrait, en faisant du bateau, éventuellement figurer comme un modèle aux yeux de Luc. Il était le décideur au sein du groupe des jeunes, celui qui proposait, le catalyseur, ou encore l'âme du trio. « Je vais naviguer », avait-elle anticipé, sans trop approfondir, brièvement, ainsi qu'avec légèreté. Et normalement, je devrais me faire plaisir. Mais aussi, par la même occasion, en me voyant m'agiter, ainsi, chaque jour, les jeunes pourraient, pourquoi pas, être influencés et être tentés ensuite de faire comme moi, on lance une seule pierre et on touche plusieurs cibles. L'adage est bien connu, plein de bon sens, me semble-t-il. Maud appréciait résolument cette conclusion. Les jeunes ont, de fait, navigué, après que Maud eut entamé sa période voilière. Furent-ils en cela stimulés par sa détermination? Une réponse certaine semble pour le moins hasardeuse. Quoi qu'il en soit, le comportement maternel n'aurait su leur être néfaste. Maud s'en réjouissait. Il n'est décidément pas simple, lorsque l'on a plutôt fait partie des mères à forte tendance formatrice et éducative, d'abandonner spontanément ce rôle, même si son fils a dépassé les 24 ans, et même s'il est, qui plus est, désormais accompagné par une mignonne petite jeune fille. Maud vit une relation profonde à la voile. Elle suivait son père en bateau lorsqu'elle était enfant. Elle était son équipière, à son poste, sur le banc de bois du vaurien familial. Sylvain était à la barre, elle attrapait l'écoute bâbord, puis l'écoute tribord, elle bondissait d'un côté à l'autre du bateau selon les virements de bord décidés par son père. La compétition exigeait qu'il manœuvre rapidement, sans avertissement préalable. Maud réagissait au plus vite. « Baisse la dérive » lui commandait-il. « Relève-la. Attention à l'empannage. Installe le tangon. Enlève-le. » Ses mouvements étaient souples et légers. Elle devait comprendre les instructions paternelles à l'instant où elles étaient données. L'affaire était sérieuse si elle se trompait. Une flottille de bateaux les dépassait, que son erreur eût été ou non suivie d'un dessalage. Leur classement tendait alors vers la médiocrité. La fierté de son père était mise à mal devant ses amis et néanmoins concurrents qu'il retrouvait chaque dimanche. Le bonheur inondait le cœur de Maud quand elle était à la hauteur des attentes de son père. Elle aurait en revanche voulu disparaître au plus profond d'une cave inaccessible quand elle avait démérité. Était-elle à l'époque le moins du monde brimée ou malheureuse? La question n'avait pas de sens. Elle était avec son père. Sa présence lui était offerte. Elle s'en emparait. Elle interpréta, des années plus tard, ce temps partagé avec lui comme de l'amour qu'il lui prodiguait, dont elle se saisissait avec enthousiasme. Les heures passées ensemble, tendues vers le même objectif, le regard fixé sur la prochaine bouée,
avait fortifié en elle de solides racines. Celles-ci, profondément enfouies dans son passé, lui avaient permis de grandir. Maud était pourtant longtemps demeurée, pendant son enfance voilière, dans l'incompréhension totale de l'univers du vent, des principes de la propulsion éolienne, de l'analyse du monde en deux zones bien distinctes, la surface s'étendant en deçà de la ligne du vent, la surface sous le vent, et celle située au-delà de la ligne du vent, la surface au vent. Le savant jeu des voiles et de l'équilibre du bateau ne lui était devenu intelligible qu'aux alentours de 13 ans, en une infime fraction de seconde. Le talent pédagogique ne figurait pas parmi les qualités de son père. Il n'expliquait pas. Choc, borde, monte au rappel, on vire, constituaient ses seules manifestations verbales. Il ne dévoilait ni les causes ni les effets. Ce fut un dimanche de novembre que la lumière se fit dans son esprit. Le père et la fille avaient passé la journée sur l'eau. Le soir, ils avaient accosté, ils avaient désarmé le bateau, plié les voiles, s'étaient rendus à la remise des prix. Ils avaient repris la voiture qui tractait le joli bateau à l'allure têtue, dont la coque était couverte d'une brillante couche de peinture blanche. Les voiles, craquantes et neuves, étaient lovées dans leur sac à voile. Ils revenaient à la nuit tombante, les lumières brillaient sur la nationale. Ils regagnaient la maison où les attendait Claire, la mère de Maud, ainsi que Thérèse et Cathy, ses deux sœurs, l'une plus âgée, l'autre plus jeune. Maud était assise près de son père lorsque soudain la logique de la propulsion à voile lui apparut. Les allures, tout comme les amures, n'eurent, d'un moment à l'autre, plus de secret pour elle. En cet instant qui lui sembla magique, la théorie et la pratique se complétèrent parfaitement. Maud n'avait jusqu'alors pas disposé des mots capables de donner du sens. Les justifications rationnelles trouvèrent, une à une, leur juste place. Maud revenait, ce soir-là, dans leur confortable maison de la banlieue sud, riche d'un savoir nouveau. Elle accédait de façon originale et personnelle à la compréhension. Le temps d'un battement de cœur, elle s'était infiniment rapprochée de son père. Elle était, mystérieusement et sans effort, entrée dans le secret des initiés. L'événement était immense. Les relations entretenues par Maud des années plus tard avec le monde de la voile entraient en résonance avec celles qu'elle avait entretenues enfant avec son père. Elle touchait aussi à ce moment unique, vécu par elle comme un moment d'illumination. L'univers voilier, le lecteur l'aura compris, n'était pas près de la laisser indifférente. Maud avait croisé, chaque jour, devant les digues de Port-en-Gif, une minuscule yole de plastique, flambant neuf, menée par un grand-père visiblement ravi. Elle avait assisté quelques jours avant qu'elle-même ne prenne la mer aux premières opérations de gréement du petit bateau à voile. Le tout nouveau propriétaire découvrait ce matin-là les différents éléments de sa récente acquisition. Le bateau ressemblait davantage à une maquette ou à un jouet qu'à une véritable embarcation. La famille de l'heureux grand-père s'extasiait autour de lui. Enfants et petits-enfants participaient à l'armement de la miniature aquatique. De par la forme de sa coque, elle prodiguait apparemment une grande simplicité de manœuvre ainsi qu'une sécurité à toute épreuve. Le grand-père
s'était offert son rêve pour les vacances de capitaine de marine à voile. Il le réalisait chaque jour. Maud le croisait. Les deux rêveurs de la mer s'adressaient de discrets signes de reconnaissance. Chapitre 3. Hercule Poirot. La brève irritation de Maud, liée à son fils aîné, s'était évanouie. Elle avait réussi à se détendre et les vacances avaient ensuite adopté une vitesse de croisière tout à fait proche de la perfection. L'intendance nourricière était assurée par Thibaut. Le matin, les trois jeunes prenaient leur petit déjeuner dans le jardin où il avait déposé des croissants et des pains au chocolat tout chauds sortis de la boulangerie. Il était à cette heure-ci déjà parti en compagnie de Maud pour une nouvelle journée de vacances. La vie n'était point trop complexe pour Delphine et les deux frères. Les bicyclettes proposées à la location étaient à 2 pas, tout comme les voiliers mis à disposition sur le parking du yacht club. Il suffisait de traverser l'avenue de la plage pour faire affaire avec les moniteurs de l'école de voile. S'ils éprouvaient par hasard une petite faim en cours de journée, il leur suffisait d'ouvrir le réfrigérateur et de choisir parmi les plats cuisinés que le père avait pris soin d'entreposer sur les rayonnages. Il leur arrivait aussi de varier les plaisirs et de se décider pour un hamburger ou une pizza au centre de Querbillon. Il n'était pas non plus exclu qu'un petit film retienne leur attention dans la salle de cinéma serrée entre une crêperie et une brasserie qui ne désemplissait pas. Thibaut concevait et préparait les repas du soir. Il faisait les courses, il ne conduisait pas en raison de sa mauvaise vue, et Maud assurait volontiers la fonction de chauffeur. Après le dîner, il était certes de bon ton, courtois et sympathique, que la famille au complet passe le début de la soirée ensemble. Un jeu de cartes faisait parfois l'unanimité. Le choix familial se portait également fréquemment sur un épisode de Hercule Poirot. Maud adorait la sensation de les avoir tous les 4 regroupés autour de l'écran de télévision. L'introduction de cette mignonne série déroulait ses images et son accompagnement musical. Maud se calait dans son fauteuil, elle savourait, elle avait enfin trouvé, avec Delphine, un terrain d'entente. Les goûts cinématographiques et télévisuels de la jeune fille étaient bien arrêtés. Les quelques films proposés par Maud avant le cycle Hercule Poirot n'avaient pas suscité son enthousiasme. Elle trouvait les films trop longs, il ne s'y passait pas grand-chose, et, pour être honnête, précisait-elle le plus souvent après le générique de fin, elle s'était un peu ennuyée. Les intrigues logiques et rationnelles d'Hercule Poirot avaient heureusement trouvé grâce à ses yeux. Maud appréciait quant à elle le charme de leur ambiance anglo-saxonne ainsi que l'ombre de la grande romancière qui planait sur de somptueux manoirs et de verdoyants jardins. Le reste de la famille suivait sans problème. Les jours s'écoulèrent ainsi, harmonieux et structurés, après le très fugitif malaise de Maud, qui ne fut probablement perçu que par elle seule. L'idéal était à portée de main, au cœur du jardin, dans une douce lumière estivale, sous une chaleur particulièrement généreuse cette année-là. 4e partie. Delphine. Chapitre 1. Dans les vagues. L'après-midi égrenait ses heures douces et ensoleillées dans le jardinet
de la maison de pêcheur. Delphine était arrivée depuis quelques jours et Maude n'avait pas encore éprouvé la brève contrariété liée à la nonchalance supposée de Luc. Il faisait chaud, elle aurait aimé nager, mais elle n'avait pas non plus à ce moment-là trouvé la solution de la navigation qui lui permettrait de réussir, après la séance de voile, à se baigner. Elle était revenue de sa balade quotidienne avec Thibaut, qui s'était quant à lui agréablement rafraîchi dans la mer. Il avait sorti une chaise de la salle à manger et lisait le journal à l'abri du grand pin qui ombrageait le jardin. Il n'utilisait plus de chaise longue, cependant singulièrement plus confortable. Il avait déjà brisé les montants de l'une d'elles, en raison de son poids qui dépassait sensiblement les normes habituelles. Il n'allait tout de même pas casser tous les meubles du jardin. Un inventaire de fin de séjour aurait lieu, la prudence s'imposait. « Je suis très bien, ne t'inquiète pas », affirmait-il à Maude, soucieuse de son bien-être. Maude ne nageait pas. Elle n'avait pas atteint l'équilibre qui lui était propre au bord de l'océan, mais elle aimait la plage. Leur superbe maisonnette, magnifiquement placée, était à 2 pas de la mer, par l'intermédiaire de leur petit chemin de sable privé. Maude n'avait pas quitté Thibaut depuis le matin et tous deux pouvaient, dès lors, vaquer, chacun à leurs occupations, sans qu'ils aient le moins du monde le sentiment qu'ils passaient leurs vacances, éloignés l'un de l'autre, séparés ou pire encore, indifférents. Thibaut l'incitait à aller sur la plage, elle pourrait se baigner ou simplement prendre du bon temps, elle observerait, comme elle aimait le faire, les estivants, les enfants et les mamans. Elle humerait l'odeur de l'ambre solaire, si caractéristique de la chaleur estivale. Elle sentirait la brise sur son visage. Elle contemplerait les lumières reflétées sur la crête des vagues et les jeux des voiles sur l'océan. Elle apprécierait. Thibaut n'en doutait pas. Maude prit sa serviette et ses lunettes de bain, au cas très improbable où elle parviendrait à se baigner dans cette eau à la température si peu accueillante. Elle n'oublia ni son livre, ni son appui d'eau, et elle partit ainsi judicieusement équipée en direction de la plage. Il lui suffit de pousser le portillon de bois à claire-voie qui s'ouvrait sur le chemin longeant la grande villa située entre leur maisonnette et l'océan. Elle traversa le boulevard, puis son regard embrassa la grande plage inondée de lumière, d'où jaillissaient des rires et des cris d'enfants. Elle descendait la cale, en pente douce, lorsqu'elle aperçut ces 3 jeunes, ainsi qu'elle s'amusait à les nommer. Leurs serviettes étaient étalées côte à côte sur le sable. Luc et Romain roulaient dans les vagues. Ils s'attrapaient, disparaissaient dans les éclaboussures, puis en émergeaient, ruisselants et riant. La jeunesse était à l'œuvre. Ils retrouvaient dans les embruns et le soleil les jeux du corps de leur enfance. Ils exerçaient leurs muscles, luttaient, s'ébrouaient, tels de jeunes animaux. Luc, surtout, semblait libérer son énergie. Il plongeait, menait le combat, s'éloignait pour revenir plus fort dans la bataille. Il s'était montré si sérieux ces derniers mois, alors qu'il accédait au statut d'adulte avec son ami. Il avait considérablement réduit les séances de jeux vidéo et participé à de nombreux repas de famille, du côté de la famille de Delphine et aussi boulevard de Tessier. Le temps était révolu des repas servis par Maude dans sa chambre devant son ordinateur. Il avait également entamé sa vie professionnelle, avec costume, cravate, multiples entretiens avec des clients,
directeur financier d'entreprise et consorts, avec des déjeuners d'affaires et des déplacements professionnels accompagnés par ses collègues, des consultants seniors qui l'évaluaient plutôt qu'ils ne l'aidaient. Il était entré chez l'Artic Frères, l'un des premiers cabinets français de commissariat aux comptes en début d'année. La période d'essai durait 6 mois, son issue était loin d'être certaine. La légèreté désertait peu à peu son existence, et il s'engouffrait cet après-midi-là, sans réserve, dans une brèche de liberté retrouvée. Le couple des 2 frères était reconstitué. Ils s'ébattaient dans l'eau, aussi à l'aise que des poissons. Ils avaient depuis toujours su nager sans prendre de cours ni fréquenter d'école de natation. Ils avaient, dès leur plus jeune âge, passé leurs vacances pour partie au bord de la mer et pour partie en Seine-et-Marne. La maison et la piscine des grands-parents paternels les y accueillaient. Ils en avaient également régulièrement profité au mois de juin et en septembre. Les week-ends étaient agréables et doux en ces périodes. L'eau était aisément chauffée par les rayons du soleil qui traversaient les parois transparentes de l'abri piscine. Ils avaient commencé à fréquenter Querbillan lorsque Luc avait 10 ans et avaient, les années précédentes, séjourné en Catalogne espagnole où les mêmes grands-parents possédaient un petit appartement. Ils n'avaient donc pas manqué de barboter. Pendant des heures, dans une eau d'une douceur tropicale, Maude gardait en tête le souvenir émouvant de Romain, qui, à moins de 3 ans, portait un maillot une pièce. Équipée de bouées intégrées, elle nageait sur de grandes distances, dans une mer parfois agitée, et Romain, allongé sur son dos, ses petites mains fermement agrippées sur son bassin, avait lui aussi le sentiment de nager à travers vagues et écumes. Plus tard, ils répartirent chaque été entre la Bretagne et l'Espagne, jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans pour Luc. Les 2 garçons, plus grands, passionnés par l'observation des poissons, nageaient pendant des heures, avec masque et tuba dans l'eau chaude de la Méditerranée. Ils avaient aussi parfois gagné les tropiques à la Toussaint quand ils ne pouvaient, à cette date, ni skier ni faire du bateau. Crawl, brasse, plongeon et autres performances aquatiques avaient alors constitué l'essentiel de leurs loisirs. Luc et Romain avaient pris contact avec l'eau très jeunes, dans la piscine de Champs-les-Vignes, poussés par le plaisir, naturellement et spontanément. Être dans l'eau avait fait partie, sans effort ni démarche volontaire, de leur mode d'être au monde. Maude avait par ailleurs ajouté une autre contribution à leur intimité aquatique, du temps où ils étaient à l'école primaire, puis au collège. Elle travaillait alors chez Réseau Télécom, mais elle demandait, le mercredi, à sa mère, ou bien à la jeune fille qui les gardait, de les accompagner à la piscine du 12e arrondissement. Le samedi, elle-même s'en chargeait. Et là-bas, dans les grands bassins de la piscine André Le Goff, ils multipliaient les longueurs, ils étaient chronométrés et s'exerçaient à la compétition. Ils suivaient l'entraînement avec des enfants de leur âge. L'ambiance était bonne. Être dans l'eau avec d'autres jeunes s'avérait parfaitement réjouissant, même si les poussait en début d'après-midi à quitter le confort de leur jeu était loin d'être de tout repos. Les 2 garçons ne pouvaient à cette époque que suivre les programmes définis par leur mère. Maude avait pleinement profité de cette opportunité éminemment favorable du point de vue de l'éducation. Luc et Romain se retrouvaient cet après-midi-là. Ils renouaient avec leurs habitudes. Ils se détendaient, à la différence près qu'ils étaient 3 et non plus 2. Delphine était près d'eux, dans l'eau, jusqu'à mi-taille, et elle les regardait. Elle avait grandi à Bobigny dans un petit appartement où sa mère faisait office de gardienne. Son père était salarié boucher. Elle avait habité la même chambre que ses frères.
Ses parents ne prenaient pas de vacances et avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants chez les grands-parents qui avaient une ferme en Normandie. Delphine et ses 2 frères avaient vécu heureux là-bas avec leurs cousins, au milieu des bottes de paille et dans les champs. Elle adorait les souvenirs de sa campagne. Elle y retournait souvent le week-end avec ses parents. Elle était une terrienne et elle découvrait cet été-là, en 2015, les vacances au bord de la mer. Elle ne savait pas nager lorsqu'elle avait rencontré Luc. Il avait commencé à le lui apprendre dans la piscine à l'occasion des quelques week-ends passés à Champs-les-Vignes. Elle avait fait de grands progrès à son arrivée à Querbillon. Elle ne pouvait cependant être à l'aise comme les 2 frères. Elle ne pouvait nager avec plaisir en plongeant la tête sous l'eau, une façon de respirer qui permet d'apprécier vraiment l'élément marin, de faire corps avec lui. Maude arrivait sur la plage. Elle aperçut sa quasi-belle-fille tournée vers Luc, en retrait, spectatrice, et pourtant dans son cercle, dans sa périphérie, son aura. Elle n'avait pas envie de le quitter, pas envie d'être ailleurs, même s'il était avec son frère. Elle désirait rester près de lui. Maude avait le sentiment de percevoir l'amour que Delphine lui portait. Elle était émue, attendrie par cette petite jeune fille qui regardait son fils. Chapitre 2. Sur la plage. La légère baisse de morale de Maude, née de son fantasme voilier qu'elle avait cristallisé sur Luc, n'avait pas duré plus d'une journée. Après ce passage à vide, rapidement surmonté par sa réaction précisément d'ordre voilier, Maude connut de douces et tranquilles journées sur le plaisant rivage de Querbillon face aux îles d'Ouate et de Dic. La vie était facile, réglée comme du papier à musique, harmonieuse, sans contrainte ni contrariété, pour peu toutefois que chacun, en l'occurrence Maude au premier chef, se garde bien de les créer par soi-même de toutes pièces. Les jours auraient pu s'écouler ainsi longtemps dans ce territoire qui confinait au bonheur ou au paradis tel que Maude, du moins, pouvait le concevoir. La durée des vacances était cependant limitée. Elle atteignait les 3 semaines et même moins, si l'on excluait les week-ends de début et de fin de séjour. Ils étaient arrivés un dimanche après-midi, ils repartaient un vendredi soir. Cette dernière journée était consacrée au bagage et au rangement. Ils profitaient donc bien plutôt de 17 jours dans ces conditions exceptionnelles, une durée tout compte fait assez brève par comparaison au reste de l'année passée à Paris. Si l'ambiance demeurait plaisante et chaleureuse, la perfection se trouvait bel et bien à portée de main. Il suffisait alors que Maude rencontre sur son chemin quelque minuscule événement favorable pour que la joie qui l'habitait devienne encore plus sensible. Tel fut le cas en une belle fin d'après-midi où elle rentrait de sa balade quotidienne avec Thibaut. Elle retrouvait le groupe des jeunes qui étaient eux aussi de retour de leur péripétie du jour. « Ça va ?» demandèrent les adultes. « Oui, très bien » répondirent les jeunes. « Vous avez fait quoi ?»« On a marché, on s'est baigné, on a fait de la plage et on s'est baladé dans le centre de Querbillon. »« Ah oui ?» fut le commentaire enthousiaste de Maude. « Et qu'est-ce qu'il y a là par terre ?» ajouta-t-elle, apercevant des objets colorés sur l'herbe dans le jardin. « Oh ça !» répondit Romain, « c'est Luc. Il a eu une drôle d'idée, il a acheté des boules en plastique et des raquettes avec des balles pour la plage. » « C'est bien, il a eu raison. »
répliqua Maud, qui se mit alors à imaginer que ces trois jeunes resteraient encore moins longtemps sur leur canapé, lieu de détente qu'ils adoptaient, si l'on y prêtait un tant soit peu attention, relativement volontiers, en dépit de leurs diverses et multiples activités extérieures. Leurs récentes acquisitions ludiques, sous la forme de jeux de pétanque et de raquettes, auraient sans doute tendance à limiter ce temps passé sur le dit canapé. Maud se réjouissait immanquablement, dès lors qu'ils abandonnaient le confort de ce type de siège, quelles que soient par ailleurs les activités choisies, qu'il s'agisse de galops effrénés à bord d'un dériveur et lancés sur une mer agitée, de natation, de bicyclette, de marche à pied ou de pétanque avec boules en plastique ou encore de jeux de raquettes, tels que Maud les avait si souvent observés sur la plage, les petites balles voltigeant d'une raquette à l'autre, au milieu des châteaux de sable et au son des tapotements secs et réguliers qui rythmaient chacun des envois. « C'est super !» avait commenté Maud. « Vraiment, quelle bonne idée !» Elle avait découvert les boules et les raquettes sous le vieux pin du jardin et sa bonne humeur, déjà établie, avait gagné en intensité. Ils dînèrent, puis vint le moment où leur activité du soir à 5 dut être définie. Cet instant engendrait souvent une certaine hésitation. Il fallait décider, quelqu'un devait proposer. Ce n'était pas toujours simple. Maud saisit l'occasion au vol, elle proposa la pétanque sur la plage. Il suffisait d'y aller, de traverser le boulevard. Mais elle ne fut pas assez rapide. Ils ne partirent tous les 6, en compagnie du joyeux cocker de la famille, qu'après qu'elle eut terminé de débarrasser la table et d'emplir le lave-vaisselle. Ils passèrent le portillon, l'ombre du soir obscurcissait déjà l'étroit chemin longeant la haute et grande villa devant leur maisonnette. Ils traversèrent le boulevard de la plage, désert à cette heure, puis atteignirent le sable mouillé qui s'étendait loin sur la plage à l'heure de la marée basse. Maud avait pris les boules, mais le projet n'était plus envisageable. La nuit était trop noire. « Qu'à cela ne tienne !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Des groupes de promeneurs arpentaient de loin en loin la vaste étendue de sable sous un ciel piqueté d'étoiles. Le chien, heureux, avec le père, la mère et les 3 jeunes, s'offrait de fulgurantes accélérations et Maud proposa, puisqu'ils ne pouvaient pas jouer, qu'ils imitent les promeneurs alentours. Elle emporta, comme on peut s'en douter, aisément la décision et ils commencèrent leur balade. Maud marchait avec Thibaut, le chien et les jeunes gens les devançaient, Maud les regardait, Luc et Romain étaient en tête, ils bavardaient, de même qu'elle les avait vus pendant des années s'amuser à se battre dans l'eau ou sur la terre comme de jeunes chiots jouant avec leur corps. Elle les avait vus également dans le passé tenir de longues conversations. Le spectacle de leurs interminables discussions lors des derniers étés à Querbillan l'avait emplie de joie.